Support Me. Bienvenue dans ce podcast dédié aux aidants proches des patients atteints de cancer. Le cancer ne frappe pas que le malade. Quand le diagnostic tombe, il bouleverse profondément la vie du patient, mais aussi celle de ses proches. Le conjoint, les enfants, les petits-enfants, les parents, les amis. Le combat du malade devient aussi le combat de ceux qui l'aiment et l'accompagnent au quotidien. On les appelle les aidants proches. Ils sont là jour après jour, dans l'ombre du malade et de la maladie. Ils accompagnent, soutiennent, soignent, ils écoutent, encouragent, réconfortent, ils conduisent, cuisinent, nettoient, ils pleurent en cachette, renoncent à leur vie parfois, jusqu'à s'oublier, voire s'épuiser. Et pourtant, leur rôle est essentiel dans l'accompagnement du patient et dans le combat contre la maladie. Stéphane Geissels a 62 ans et il se décrit comme un survivant. En 2015, ce cadre haut placé dans une entreprise pharmaceutique, marié et père de 3 enfants, apprend qu'il souffre d'un cancer colorectal métastatique. On lui donne entre 2 et 10% de chances de survie. Je m'appelle Valérie Savoire et vous écoutez Support Me. Avant mon cancer, j'étais responsable des affaires publiques dans une grande société pharmaceutique et j'avais une vie assez intense. Donc, j'étais responsable au niveau international, donc je voyageais beaucoup. Donc, toutes les semaines, j'étais dans un autre pays, parfois même 2 pays par semaine. Je vivais dans des hôtels, j'étais toujours dans l'avion, sur le train. Et donc, je travaillais 60 heures par semaine, facilement. Et donc, c'était presque impossible même de prendre mes jours de congé, tellement de boulot que j'avais. Mais d'autre part, je faisais ça avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'enthousiasme. J'avais une belle équipe. Et donc, on travaillait très fort avec beaucoup de résultats. Donc, j'aimais bien. À travers ma vie, j'ai toujours apprécié les possibilités que j'ai eues, les chances que j'ai eues, les amis, la famille que j'ai eue. Et donc, tous les choix que j'ai faits jusqu'à présent ont été de bons choix, je pense. J'ai un bon mariage, j'ai des gosses fantastiques et je viens d'avoir 2 petits-fils qui sont nés pendant cette période de Corona et qui sont en pleine forme tous les 2. Une maladie commence toujours avec des symptômes qui sont très difficiles à placer par le patient même. Donc j'avais une douleur dans l'abdomen, dans mon ventre, qui était pas très précis, pas très fort, mais qui durait. Après un certain moment, j'ai dit, bon, ça devient plus fort, ça pourrait être une appendicite. Et donc, je suis allé voir le médecin qui m'a donné des antibiotiques, mais en fait, la douleur ne partait pas. Et donc, après un certain temps, c'était de plus en plus grave. Et donc, je suis allé à l'hôpital, aux urgences. Et donc, là, aux urgences, ils m'ont renvoyé à la maison en disant que je n'avais rien. Que c'était probablement le résultat d'un effort physique en jouant du tennis. Et donc, ils m'ont renvoyé. Et donc, à un certain moment, je pensais que c'était un cancer du côlon. Et j'ai dit à mon médecin, c'était un petit mensonge, mais j'ai dit que mon père et mon grand-père, tous les 2 étaient décédés d'un cancer du côlon. Et donc, il dit, ça j'ignorais, il faut directement faire une coloscopie. Et donc, il m'a prescrit une coloscopie. J'ai été à l'hôpital. Et donc, l'endoscopiste, après que j'étais hors de l'anesthésie, m'a dit, bon, monsieur, vous avez un cancer du côlon grave. Vous devez prendre un rendez-vous tout de suite et vous faire opérer. Mais bon, à ce moment-là, c'était ce que je soupçonnais. Et donc, c'était la confirmation de mes soupçons. Et donc, bon, ce n'était pas un choc à ce moment-là. Donc, c'était peut-être un peu brutal de le dire tel quel au moment que je me réveillais. Mais bon, c'était le cas, c'était la réalité. Donc, il fallait vivre avec ça. J'ai pris un rendez-vous et en fait, l'opération s'est faite relativement rapide après le diagnostic. Et donc, de ma part, j'ai attendu un certain temps avec mon petit mensonge vis-à-vis du médecin généraliste
pour la simple raison que ma belle-mère avait un cancer abdominal également. Et donc, elle ne voulait plus être soignée. Donc, on n'a jamais su quelle était le tumeur primaire. Donc, c'était le côlon ou l'estomac ou le pancréas. Ça, on n'a jamais su parce qu'elle n'a jamais voulu faire les analyses. Donc, elle voulait ne plus être traitée. Elle vivait seule. Et donc, pour mon épouse, c'était une période très, très, très difficile. Et donc, moi, j'ai essayé de tarder mon propre diagnostic pour ne pas avoir les deux en même temps. Mais donc, une fois que ma belle-mère était morte, et quelques semaines après, donc, je suis allé chez le médecin généraliste pour lui demander d'avoir une prescription pour une coloscopie. Pour mon épouse, c'était une année extrêmement difficile. Certainement, après la mort de sa maman, c'était clair que le diagnostic que je recevais était presque identique à la sienne. Et donc, par conséquent, elle craignait le même sort. Et donc, c'est très difficile de vivre avec ça, surtout qu'après la première opération que j'avais eue, on a dit, bon, c'est beaucoup plus grave que prévu. On doit opérer une deuxième fois à la fin de la semaine quand on a plus de temps et tous les instruments avec nous pour faire cette opération. Et donc, à ce moment-là, pour mon épouse, c'était presque la catastrophe, en disant c'est beaucoup plus grave qu'espéré, et c'était déjà grave au début. Et donc, les taux de survie qui étaient mentionnés par certains médecins étaient très bas. Et donc, oui, c'était très, très, très difficile pour elle. Les gens aiment parler du mot combat. Hein, on se bat contre le cancer. Moi, je n'aime pas le mot combat. Je crois que pour moi, il y avait une certaine acceptation. Donc, j'ai reçu mon opération, j'ai reçu 6 mois de chimio. Au début, quand j'étais à l'hôpital, j'étais dans mon lit et j'étais réveillé et je me disais, bon, il y a 2 possibilités, soit je meurs, soit je vis. J'ai eu une bonne vie, je me sentais content avec ce que j'avais fait dans ma vie. Donc, je n'avais pas vraiment peur de la mort. Donc, je ne suis pas croyant, donc comme mon corps n'est plus là, mon esprit n'est plus là non plus. Et donc, je ne craignais pas la mort. Et donc, il y avait une sorte d'acceptation, pas de fatalisme, mais une acceptation de mon sort. Et en disant, bon, tout est bien. Et si je meurs, tant pis. Si je vis, tant mieux. Et cette attitude m'a donné une sorte de sérénité, un calme d'esprit qui, je trouve encore exceptionnel, dans le sens que tout ce qui se passerait par la suite était positif. Donc, ce n'est pas négatif, donc j'accepte mon sort. Et donc, tout ce que je vis par la suite est plus intense, plus qualitatif. C'est du temps gagné, c'est du temps reçu. C'est une générosité que j'aurai grâce à mon traitement. C'est très difficile à expliquer. Je pense que au moment d'un diagnostic, la majorité des patients subit un traitement. Donc, on reçoit une opération, on reçoit une chimiothérapie, on est toujours l'objet de quelque chose de ce qui se passe. Je crois que c'est très important pour le patient d'avoir un rôle actif, de reprendre contrôle sur cette perte de contrôle et de voir avec l'équipe médicale ce que le patient peut faire lui-même. Par exemple, l'activité physique. Avant l'opération, après l'opération. Qu'est-ce que je peux faire pour me remettre en bonne forme? La nutrition. Quelqu'un qui a une chimio a besoin d'une autre nutrition que quelqu'un dans la vie normale. Donc on peut manger beaucoup plus d'éclairs et de frites et de choses qui sont normalement pas recommandées. Donc c'est bien. Donc il faut changer sa nutrition. Je crois que l'aspect mental est également très important. Les relations sociales. De faire des promenades avec des amis, de parler avec des amis, de les inviter, de continuer à faire comme avant. Les choses qu'on aime. Aller voir un concert, une pièce de théâtre, un bon film ou aller manger avec des amis. C'est très important. Il faut reprendre contrôle et maîtriser tout ce contexte
va améliorer l'efficacité du traitement. Donc quelqu'un qui gère sa condition physique aura une convalescence qui est beaucoup meilleure que quelqu'un qui se néglige, qui néglige sa situation physique. Mon grand souci, bien sûr, c'était mes proches. C'était mon épouse, mes enfants, d'autant plus qu'ils avaient tous les trois quitté la maison. Ils commencent à créer leur propre vie. Ils se marient, ils ont des copains-copines, ils commencent avec leur boulot, ils ont fini avec les études. Donc, ils doivent être au centre de notre intérêt. C'est leur vie. Et tout à coup, le vieux père est là, avec sa maladie, au centre de l'intérêt de tout ce qui se passe. Donc, c'était pas très sympa, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Mais c'était très difficile pour eux aussi. Et donc, en tant que père, de les téléphoner, de dire le diagnostic, d'entendre des enfants adultes pleurer de l'autre côté de la ligne, où un de mes fils n'arrivait plus à parler. Donc, il n'y avait plus aucun son de l'autre côté. C'est extrêmement émotionnel, extrêmement difficile. Et donc, j'ai l'avantage d'avoir une très bonne relation avec mes enfants. Et donc, cette relation avec mes enfants et mon épouse s'est encore intensifiée, peut-être grâce à la maladie. Ça paraît peut-être bizarre de le dire, mais je crois que c'est très important d'apprécier la qualité de ce qu'on a. Et donc, toutes les relations que j'ai eues se sont intensifiées à cause de cette maladie. Un patient n'est jamais seul ou ne devrait pas être seul. Il y a des aidants, ça peut être la famille, ça peut être un bon ami, mais c'est très important d'être entouré de quelqu'un qui donne du soutien. Et ce n'est pas seulement du soutien pratique, mais également du soutien mental. Quelqu'un qui est suffisamment proche pour comprendre le caractère et la personnalité du patient et pour pouvoir agir contre le patient si nécessaire, dans l'intérêt du patient, bien sûr. Un patient peut changer à cause de la maladie. Donc, un patient peut faire une dépression parce qu'il regarde la mort dans les yeux, il dit « bon, c'est fini avec moi » et il devient dépressif. Il y a des gens qui se sentent complètement isolés avec leur angoisse, avec la douleur. Il y a des gens qui essaient de protéger leur famille en ne pas communiquant la douleur et les angoisses qu'ils ressentent. Et je crois que ça, ce n'est pas la bonne approche. Je crois que la meilleure approche qu'il faut avoir avec les aidants et avec les proches, avec la famille, c'est d'être honnête pour créer une situation de confiance. Et ça n'aide à rien de dissimuler une douleur ou des angoisses. Parce qu'ils vont quand même, si ce n'est pas communiqué, ils vont quand même percevoir les signaux non-verbaux et voir, bon, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, c'est très important de créer cette situation de confiance pour pouvoir avancer et pour faire du progrès. Cette honnêteté doit être dans les deux sens, dans le sens que l'aidant doit également pouvoir partager ses angoisses. Il faut pouvoir en parler. Il faut avoir une ouverture vis-à-vis de l'autre personne. Et je crois que c'est très important de pouvoir construire cette relation de confiance, même s'il n'existe pas. Et parfois, ça peut être très intime. Quelqu'un qui est malade, à cause de la chimiothérapie, peut avoir des nausées, vomir, etc. Donc, ce n'est pas toujours évident de soigner quelqu'un dans un contexte pareil. Donc, ce n'est pas toujours plaisant. Donc, c'est parfois dur, c'est pas facile à voir, pas facile à vivre avec. Et donc, c'est très important d'avoir cette ouverture d'esprit vis-à-vis de l'autre personne. Dans la communication, c'est le patient qui est au centre, dans les hôpitaux, dans les équipes médicaux. Et donc, c'est par exemple passé que mon épouse, après mon anesthésie, après la deuxième opération, j'ai presque dormi 3 jours consécutifs.
Donc c'était extrêmement long. Et elle ne savait pas ce qui se passait. Et donc elle était tous les jours à côté de mon lit en attendant que je me réveille. Et donc elle n'a reçu aucune information. Et donc les infirmières dans le département d'oncologie digestive n'étaient pas au courant non plus. Donc ils disaient non, attendez, il va se réveiller. Mais en réalité, elle est là. Pendant 3 jours, elle a attendu que je me réveille. Et donc elle n'avait aucune information. Elle ne savait même pas si l'opération était réussie, oui ou non. Donc c'est extrêmement important que le partenaire ou l'aidant participe à toutes les consultations, que cette personne n'est pas exclue de l'information reçue. Dans le traitement et le soutien du patient, c'est très important d'avoir une division des tâches entre le patient et l'aidant. Tout d'abord, le patient reste une personne. Donc le patient n'est pas réduit à être patient. Donc c'est toujours la même personne avec son caractère, ses intérêts, ses activités et tout ça. Et donc il faut respecter que cette personne a encore sa propre intimité, son petit territoire dans lequel elle peut être active. D'autre part, il faut être clair ce qu'on attend de l'aidant. Et donc ça peut être intrusif ou pas. Et donc il faut être très clair sur ce qu'on attend mutuellement l'un de l'autre. Ce qui peut être fait et ce qu'on essaie de garder dans son propre territoire, si je peux utiliser ce mot. Et je crois que cette définition va faciliter la collaboration par la suite. Dans un contexte où très souvent un patient est réduit à être patient. Et donc, c'est une petite anecdote que j'ai remarquée quand on avait des amis pour manger le soir. Et donc, ils parlaient de moi. Et j'étais à la table. Et donc, ils parlaient de mon traitement. Ils posaient des questions à mon épouse. Et donc, c'était comme si je n'étais plus là. J'étais réduit à être un patient, mais sans faisant partie du groupe autour de la table. Donc, c'était un peu bizarre. Et je crois que dans la réalité, c'est la même chose. Donc, on reste une personne avec un caractère, avec une voix, avec des choix, avec des possibilités d'exprimer ses volontés. Et donc, l'aidant ne peut pas remplacer ce rôle ou se mettre à la place de cette personne. Donc, c'est très important d'avoir cette division de tâches et d'avoir une conversation très ouverte sur ce qui est acceptable, oui ou non. Mais il n'y a pas de règle d'or. Donc, je crois que chaque couple ou chaque relation entre patient et aidant doit trouver la bonne formule qui fonctionne pour eux-mêmes. Le diagnostic d'un cancer crée immédiatement une réaction extrêmement positive du monde extérieur, dans le sens que les gens veulent montrer qu'ils sont là pour t'aider. Ils viennent au secours. Ils veulent te parler, ils veulent t'écouter, ils veulent faire des trucs ensemble. Et cette générosité, cette chaleur humaine que j'ai ressentie, que ce soit la famille, les voisins, les amis, était beaucoup plus intense qu'avant. Donc les gens savent que il a peut-être une période très limitée pour vivre, peut-être 1 an. Donc c'est le moment d'aller le voir. Et donc à cause du fait que tout à coup ils pensent que c'est la fin, il y a une sorte d'intensité qui se met en place. Et donc j'ai des conversations avec des amis que je n'aurais jamais eues dans un contexte normal. Beaucoup plus profond, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus chaleureux. J'ai fait des promenades avec des amis, on a invité des amis. Et donc, cette générosité émotionnelle est quelque chose que je n'ai jamais vécu auparavant. C'est un moment de cristallisation, donc toutes les émotions se regroupent. Ça devient beaucoup plus intense, beaucoup plus chaleureux. Et quelque chose à apprécier énormément. Ce cancer a complètement changé ma vie parce que j'ai donné ma démission après que j'ai reçu la nouvelle que j'étais sans cancer après ma chimiothérapie. Et donc, j'ai travaillé pendant quelques années pour l'Association européenne des patients en cancer digestif.
justement pour changer le contexte. Parce que je crois que c'est très important que la voix du patient soit entendue et que les bonnes pratiques, que ce soit médicales ou de gestion de la maladie ou même du traitement, soient améliorées. Donc même en Belgique, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer la situation de patients atteints d'un cancer. On n'est jamais seul. Je crois que c'est très important de trouver du soutien avec d'autres personnes. Et pour moi, ça, c'est l'expérience la plus profonde que j'ai eue. Donc, c'est les relations et le soutien que j'ai eu de mes amis, de mon épouse, de mes enfants, et de travailler ensemble à avoir la convalescence, me remettre en forme, et même de partager tout ce qu'on ressent, toutes les émotions, les angoisses, les douleurs et autres. Et pour moi, ça me donne de l'espoir. Je crois que c'est très important pour nous tous, en tant que petite famille. Ça nous a rapprochés. Mais je crois que quand on lit les journaux, on regarde la télé, les gens se plaignent de tout et de n'importe quoi. Et je crois qu'avoir une expérience comme je l'ai eue aide à relativiser les choses. Et je crois que ce que j'ai vécu et le soutien que j'ai eu, la générosité émotionnelle des gens est quelque chose qui est fantastique. Et je crois que ce sont des choses très simples, très humaines, mais dont on ne parle pas très souvent. Ça reste dans la famille, mais je crois que mon cas n'est pas exceptionnel. Je crois que c'est quelque chose qui est probablement le vécu de tout patient qui a eu un cancer. Un exemple dans le contexte d'avoir une confiance avec la famille. À un certain moment, je voyais double. Donc, je n'arrivais plus à lire. Donc, il y avait une différence entre ce que je voyais avec mon œil gauche et l'œil droit. Et donc, les deux n'étaient plus superposés. Et donc, à cause du fait que j'avais déjà eu un cancer, ils pensaient que c'était un cancer du cerveau. Et donc, j'ai fait des tests pour voir si c'était des cancers du cerveau, oui ou non. Et donc, à nouveau, c'était un moment d'angoisse. Et donc, j'ai caché le fait que je faisais ces tests à mes enfants pour ne pas les angoisser. Et donc, par la suite, c'était vraiment... Il n'y avait rien. Donc, mon cerveau était normal. Donc, c'était quelque chose aux yeux même. Et donc, j'ai dû expliquer à mon fils que j'allais avoir une opération à mon œil gauche. Et donc, il était fâché quand il a entendu qu'on pensait que c'était un cancer du cerveau et que je l'avais caché. Parce que pour lui, c'était une brise de confiance. Et donc, il disait, on s'était mis d'accord de tout raconter. Et tu nous essayes de cacher, tu ne nous fais pas confiance, etc. Donc, c'était une bonne leçon pour moi, parce que je crois qu'il avait raison. Avoir un diagnostic d'un cancer et tout le vécu par la suite, c'est vraiment une montagne russe. Donc, il y a des moments de jouissance, il y a des moments de douleur, il y a des moments d'angoisse, de dépression, d'isolation. Et comme je disais avant, il n'y a pas de règle d'or. Mais je crois que c'est très important de vivre ça ensemble. Et chaque personne dans la famille va avoir ses angoisses. Ce n'est pas seulement le patient. Et donc, je crois que c'est très important de partager cette expérience les uns avec les autres, justement pour trouver un moyen pour s'en sortir. Et de se reconforter, d'avoir des messages de soulagement ou de soutien. Et donc, c'est vraiment une expérience sociale. Et je crois que c'est très important également pour des patients qui n'ont pas la chance que moi j'ai d'avoir une famille ou d'avoir des gens qui habitent dans la même maison même, de se faire aider. Je crois que personne ne devrait vivre ça tout seul. Et donc, en ce moment, il y a des services disponibles justement pour avoir des aidants professionnels qui suivent le patient, qui aident le patient, qui passent tous les jours pour aider les patients, pour l'écouter.
Et donc, même chose avec la santé mentale. Il y a des tests qui existent pour pouvoir évaluer le niveau de détresse qu'un patient pourrait ressentir. Et donc, selon les psychologues, c'est tout aussi important de mesurer ce niveau de détresse que, par exemple, prendre une prise de sang ou de mesurer le poids. Et donc, s'il y a un niveau de détresse qui est trop élevé, le patient doit se faire soigner. Donc, le mental est absolument essentiel pour pouvoir gérer une maladie. Sinon, on se laisse aller, on devient dépressif et on ne suit plus le traitement. Et donc, ça, ce n'est pas la bonne voie. Un patient ne peut pas être isolé ou être tout seul pendant le traitement. Vous venez d'écouter un épisode de Support Me, un podcast à l'initiative des associations de patients Digestive Cancer Europe et Talk Blue Vlaanderen et du laboratoire Servier, dans le cadre du projet Léa, un programme de soutien aux aidants proches qui vise à améliorer la prise en charge psychologique des personnes atteintes d'un cancer digestif métastatique. Un entretien recueilli par Valérie Savoir et monté par Cédric Van Stralen. Graphisme, Jennifer Guillain, Trésor Studio. Musique, Cédric Van Stralen.